sommaire de ce journal, Seydina Fall alias Bougazeli, dans l'attente de son déferrement devant le procureur. L'ex-député a été placé en garde à vue hier dans le cadre de l'enquête sur une affaire de trafic présumé de faux billets. La lutte contre le terrorisme, priorité du nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Jean-Baptiste Tine, a été installé dans ses nouvelles fonctions ce matin. Rencontre houleuse ce matin entre la délégation générale au pèlerinage à la Mecque et les voyagistes privés. Ces derniers, mécontents, annoncent une assemblée générale samedi prochain. Prochaine campagne de commercialisation de l'arachide, le prix aux producteurs fixé à 210 francs CFA le kilo. Comment détermine-t-on le prix de l'arachide et ce prix est-il assez rémunérateur pour le petit producteur? Réponse dans notre dossier du jour. Pour les titres de l'actualité internationale, Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Souleymane. Le Nigeria est-il prêt à rouvrir ses frontières avec le Niger? Des pourparlers sont en cours pour amener Abuja à revenir sur sa décision. Les autorités nigérianes avaient pris cette décision il y a 3 mois pour lutter contre les trafics et la contrebande. En Algérie, au 5e jour de la campagne électorale, des citoyens continuent de manifester contre la tenue de la présidentielle le 12 décembre prochain. Les protestataires, conduits par le mouvement Irak, demandent le départ des actuels dirigeants avant d'organiser un scrutin. Et enfin, le reportage du jour nous mènera au Maroc. Nous verrons, Souleymane, comment se débrouillent les commerçants sénégalais en cette période de froid. Rendez-vous dans quelques minutes pour les détails sur Nanata. Le menu du journal des sports que vous nous présenterez, cher Tidiane Gagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane. Bonjour à tous. Mini-championnat de lancement de la saison de football dénommé Challenge des champions. La deuxième journée pour cet après-midi. 2 rencontres sont au programme. Début ce jour de la Coupe du monde de foot de plage. Le Sénégal joue demain. RFM s'est rendu à la plage de Guédiawaye. Les avis des amateurs de la discipline dans cette édition. Nous allons aussi parler du tournoi de basketball, de qualification au JO. Chersar, sélectionneur du Sénégal, propose de revenir à l'ancienne version. Vous l'entendrez dans ce journal aussi. Le développement de ce sommaire dans le journal des sports. Et puis, point de vue sur le durcissement des sanctions contre les atteintes au cadre de vie. À la mise en onde de ce journal à l'UNBA. D'abord, l'ex-député Seydina Fall Bougazeli se retrouve toujours en garde à vue à la section recherche de la gendarmerie nationale de Colobane. Il devrait être déféré aujourd'hui ou demain. Seydina Fall Bougazeli est arrêté dans le cadre d'une affaire de présumé trafic de faux billets de banque. Ces présumés complices ont déjà fait l'objet de 3 retours de parquet. La gendarmerie nationale qui a un nouveau haut commandant, le général de division Jean-Baptiste Tine, a été installé dans ses nouvelles fonctions ce matin. Lors d'une cérémonie à la caserne Sambadjeri Diallo, il devient dans le même temps le directeur de la justice militaire. C'était en présence du ministre des Forces armées. Le nouveau patron de la gendarmerie fait de la lutte contre le terrorisme une de ses priorités. Écoutons le général Jean-Baptiste Tine au micro de Papa Balagueye. Pour ma part, les défis principaux à relever que sont la menace terroriste, l'insécurité routière, le vol de bétail, les violences faites aux personnes vulnérables, la criminalité transnationale organisée, dont le trafic de drogue, les agressions contre l'environnement, les agressions contre les personnes et leurs biens sont à bien considérer. Je compte orienter mon action autour de 3 axes. L'intensification de l'activité opérationnelle, l'adéquation des missions aux moyens en termes d'équipement et d'infrastructures. Et enfin, l'amélioration de la condition sociale du personnel. Voilà, nous restons avec les forces de défense et de sécurité, et notamment avec la Marine nationale qui poursuit les recherches pour retrouver les 6 pêcheurs de Thiaroye disparus en mer. C'est une assurance du directeur des pêches maritimes. Les 2 pirogues à bord desquelles ces pêcheurs étaient restent introuvables. Écoutons le colonel Mamadou Ndiaye au téléphone d'El-Haj Ndiogoudiena. Il s'agit d'une première pirogue qui a quitté Thiaroye le samedi, dans l'après-midi vers 15h, et qui devait revenir dans la journée, un peu ou bien dans la soirée. Cette pirogue n'a pas rejoint dans les délais qu'a prévu Thiaroye, et nous on a été informés seulement le lundi aux environs de 13h, exactement à 12h50.
et la marine a été informée à l'instant, donc au même moment, et le patrouilleur Sangomar a été déployé dans la zone où on nous a indiqué que la pirogue devait s'y rendre. Et le même jour, on a eu une patrouille aérienne avec l'armée de l'air française et avec un de nos inspecteurs qui a amené l'information à bord de l'avion. Et on a survolé la zone. Malheureusement, on n'a pas pu voir la pirogue. Il se trouve que les pêcheurs s'étaient organisés, donc le lundi, donc pour faire des recherches, donc entre le samedi et le lundi. Et 3 pirogues qui avaient quitté Thiaroye était parti donc à la recherche de cette première pirogue perdue. Malheureusement, une de ces 3 pirogues a également connu une panne moteur et n'a pas pu rejoindre sa localité jusque-là. Ce qui fait donc 2 pirogues qui sont perdues avec à bord de ces 2 pirogues 6 personnes. Les recherches se poursuivent aussi bien par la marine nationale que par les différentes stations côtières de la DPSP qui se trouvent le long du littoral. Maintenant de ce mouvement d'humeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, des étudiants ont assiégé la direction du COUD, le centre des œuvres universitaires de Dakar. Tous répartis de l'octroi des chambres pour les logements provisoires. Ces étudiants ont bloqué la direction du COUD et la presse était indésirée sur les lieux. Amadou Sabarba, reportage. Personne ne va travailler aujourd'hui. Des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont déserté les amphithéâtres pour investir la direction du COUD. Encore des revendications, ces pensionnaires ont délogé de force les agents de la direction. S'ensuit une bagarre entre les 2 camps. Après des bousculades très rudes, un des manifestants essaie d'expliquer la situation. Il charge le directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar. Notre identité déclinée, oups, la presse n'est pas la bienvenue. Ces étudiants membres de la coordination des facultés de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar comptent passer la journée devant la direction du COUD. Ils sont prêts à tout pour obtenir gain de cause. Merci Amadou Sabarba. Et puis la colère des voyagistes privés. Ils disent avoir été convoqués ce matin par la délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam sans ordre du jour. C'était à l'Institut islamique. Ces gérants d'agences précisent qu'il y a plusieurs points à discuter alors que le délégué ne leur en donne pas l'opportunité. Écoutons Cheikh Tidiane Fall, il parle au nom des voyagistes privés au micro de Salimata Aoua. Le délégué nous a convoqués dans une réunion pour préparer le pèlerinage apparemment. On est arrivé, il a donné 2 points d'ordre du jour, alors qu'en nous convoquant, il ne nous avait pas donné les points d'ordre du jour pour qu'on se prépare. Sur les 2 points, le premier point semble être une évaluation du pèlerinage 2019 qui est passé. Le deuxième point semble être les perspectives pour le pèlerinage 2020. Alors, comme on n'a pas été préparé à cela, mais on l'a entendu, on l'a écouté parler, il a tenu une évaluation pour les 2000 pèlerins qu'il convoyait. Il ne nous avait pas convoqués. Aujourd'hui, il nous convoque, on ne savait pas pourquoi. Dans la salle, il nous dit qu'il y a un premier point, c'est l'évaluation du pèlerinage 2019. Le deuxième point, c'est les perspectives pour le pèlerinage 2020. On n'était pas préparé, on n'a pas les termes de référence. Il ne nous a jamais appelés. On l'avait mis pour aller voir le ministre des Affaires étrangères qui, à l'Assemblée publiquement, a dit qu'il allait nous recevoir. Il a dit publiquement. On l'a entendu. On lui a donné un mémorandum. On attend. Il nous convoque. Il est notre tutelle. Par élégance, on est venu le voir parce qu'on devait répondre. Mais il nous dit qu'il faut faire l'évaluation du pèlerinage 2019 et les perspectives pour 2020 alors qu'on a eu ni ordre du jour, ni terme de référence. On l'a écouté par élégance parce qu'il y avait des personnalités ici. Mais après, on a fait une motion. On a dit qu'on ne peut pas. On a appelé une assemblée générale samedi prochain. Bon, on va débattre de tous ces points-là avant de revenir, essayer de les rencontrer pour parler de ces points-là parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a des problèmes de 2018 dont il faut parler. Il y a des problèmes de 2019 dont il faut parler. Il y a le cahier des charges dont il faut parler. Parce que le cahier des charges est nul et de nul effet. Parce que le cahier des charges est en porte-à-faux avec la Constitution du Sénégal et le Code des obligations civiles et commerciales. On sait tout ce qui se passe. C'est un dictateur. Vous l'avez entendu dans la salle dire celui qui sort, je ne lui donne pas de quota. Comme si le quota lui appartient. Il oublie qu'il a une mission de service public. Ce qu'on va faire, on va tenir à notre Assemblée générale et puis on va aviser. À 12h10, venons-en maintenant à notre dossier du jour qui porte sur le prix aux producteurs qui est toujours l'enjeu de la campagne de commercialisation de l'arachide. La mission est confiée au CNIA, Comité national interprofessionnel de l'arachide,
de faire donc une proposition au juste prix. Ce sera encore 210 francs CFA cette année en attendant la validation définitive par le gouvernement. Mais quels sont donc les critères de fixation du prix aux producteurs? Élément de réponse avec vous, Abdoulaye Cissé. Il faut d'abord savoir que c'est un prix plancher homologué, c'est-à-dire un prix minimum. Aucun opérateur n'a le droit d'imposer un prix en dessous. Mais il est vrai que les transactions sont rarement passées à ce prix fixe, c'est-à-dire 210 francs encore cette année sur les marchés. Il arrive surtout que les prix montent en flèche jusqu'à atteindre 300 francs le kilo en début de campagne où les graines sont rares sur le marché et donc la demande largement supérieure à l'offre. Mais quand toute la production des agriculteurs est disponible en milieu de campagne et que les graines inondent le marché, les opérateurs privés stockeurs reprennent la main. La loi du marché tourne en leur faveur du fait que l'offre de graines est supérieure à ce que le marché peut absorber. Et c'est là surtout que le prix homologué plancher, on le rappelle, a tout son sens, car il vise à protéger les paysans pour ne pas être obligés de subir la loi des spéculateurs et d'être contraints à brader leur production. Dans la structure des prix aux producteurs, au moins 2 choses guident les services de l'État et les acteurs regroupés dans le Comité national interprofessionnel de l'arachide. D'abord, tenir compte du cours mondial pour rendre l'arachide sénégalais compétitif, mais à ce niveau, l'État fait toujours un sacrifice pour subventionner le prix aux producteurs. Les 210 francs de cette année seront encore largement supérieurs au cours mondial. Cette subvention vise aussi à permettre aux producteurs de pouvoir vivre de son activité. Toutefois, le CNIA, dans l'élaboration du prix aux producteurs, n'est jamais loin de sa calculette pour soulager l'État, principal bailleur de la campagne de distribution des semences qui précède toujours la campagne agricole. Abdoulaye Cissé en direct dans ce studio. Voilà pour les explications. Allons maintenant sur le terrain pour voir l'illustration. Dans le Baol, les producteurs n'attendent pas. Ils ont démarré la vente sur le marché noir à des prix plus intéressants que celui proposé par le CNIA, justement. Au regard de tous les efforts fournis et des dépenses consenties, les producteurs du Baol ne veulent pas vendre à perte. Babacar Diouf, reportage. Ils n'ont pas attendu le prix homologué pour vendre leur production d'arachide dans le marché noir. Ceux qui ont fini très tôt ont commencé à vendre leur arachide dans le marché noir. Comparez 400 francs, 300 francs à 210. Ils n'attendront pas. Ils ont démarré. En Angalma, dans le département de Bombay, les paysans ont commencé à vendre leur production à un très bon prix, meilleur que celui proposé par le Seigneur. Ici, ce sont les femmes qui achètent de l'arachide. Elles l'exportent à Dakar pour revendre ça plus cher. Pour les producteurs, les besoins n'attendent pas, mais aussi ils ne comptent pas vendre à perte. Mon mari a acheté sa semence à 800 francs le kilogramme. Certains ont acheté à 1000 francs. Alors, on sème, on se met sous le soleil, on travaille dur et au finish, on nous demande de vendre ça à 210 francs. Ce n'est même pas normal, ce n'est pas pensable. L'État devait faire un effort pour amener le prix au moins à 300 francs. Une situation qui risque d'impacter le capital semencier selon certains spécialistes de la question. Une autre préoccupation et non des moindres, la quantité des récoltes de cette année ne saurait atteindre la production de l'année dernière. Bambey, RFM, Babacar Diouf. Tout autre chose maintenant, la mendicité des enfants perdure encore dans la capitale. Les talibés sillonnent toujours les rues. À la Médina, c'est le cas, à la quête de la pitance à verser à leurs maîtres, et cela malgré les nombreuses politiques pour les extraire de la rue. Le constat au lendemain de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant avec Nafissatou Silla. Moussa quitte tous les matins golf pour rallier la Médina, précisément la rue 6. Il a à peine 12 ans, teint clair, un peu chétif, le visage tout blanc, le froid matinal est passé par là. Sa quête de pitance est fixée à 350 francs. 350.
Un peu plus loin, sur la rue 6, Djibril Ndao, assis devant sa maison, égrène tranquillement son chapelet. La mendicité des enfants l'interpelle. Moi, j'étais un ancien pensionnaire des Dara. Il y a un gros business autour. La majeure partie des enfants mendiants ne maîtrisent pas le Coran. Ils sont juste au service de leur maître. Et la preuve est là. Voyez-vous même avec ce talibé. L'ancien talibé pointe du doigt l'État. Vous vous rendez compte de ça? Il quitte la banlieue tous les matins sans surveillance. Il n'est pas en sécurité. L'État doit mettre fin à tout cela et emprisonner ces maîtres coraniques, businessmen. Patricia Amingo se désole des échecs enregistrés par les autorités. Et ça, c'est dommage pour le Sénégal. L'État commence quelque chose, mais il ne met pas des moyens pour finaliser cette chose-là. Ça, on n'a pas de suivi. Plusieurs stratégies ont été élaborées pour extraire ces enfants de la rue et leur interdire la mendicité. En vain, pour de nombreux Dakarois, une méthode drastique ne serait pas de trop. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Quelles pourraient être les conséquences, notamment politiques, de la prorogation des mandats des élus départementaux et municipaux? Un maire et un expert en décentralisation donnent leurs avis. Si l'un soutient que cela n'aura aucune incidence sur les projets et programmes, l'autre évoque un problème de légitimité et souligne qu'il faut nécessairement un réajustement. Georges Détié-Diop. Le maire de Diourbel valide la prorogation du mandat des élus locaux. Pour Malick Fall, cela n'entravera en rien la gestion des collectivités territoriales. Et pour cause. Pas du tout, c'est tout à fait normal. Donc on peut continuer quand même à, si vous voulez, voter nos budgets et de faire normalement notre programme. Je pense bien que présentement, je trouve que c'est tout à fait normal. Donc on continue le travail. Donc il n'y a pas de problème à notre niveau. Donc on va voter bientôt notre budget avant le 31 décembre et puis on va dérouler correctement comme si rien ne s'en était. Seulement, Adama Gueye, expert en décentralisation, n'est pas tout à fait du même avis. Il évoque la durée normale du mandat et un problème de légitimité. On a un programme qui est étalé sur 5 ans, sur 10 ans, sur 7 ans, ça dépend. Mais il y a une possibilité juste de faire ce qu'on appelle une planification glissante. Essayer de voir dans le temps qui a été augmenté, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais nécessairement, il ne peut pas ne pas y avoir de conséquences au niveau de la gestion. Il y en a qui ont élu des gens pour 5 ans, mais maintenant ils vont rester pour 7, 8 ans. Bon, ça pose problème. Mais le maire, le président du conseil départemental, les élus locaux qui sont en train de gérer leur collectivité locale, avaient fait des programmes, avaient une planification, avaient signé des contrats qui vont arriver à terme. Est-ce que ces élus vont être amenés à signer d'autres conventions qui dépassent le terme de leur mandat? Ça pose un problème de gestion, ça pose un problème de redevabilité. Comment les élus qui sont élus pour 5 ans vont faire 6 ans, 7 ans? Et on va rendre compte, ça pose un problème d'éthique politique. Et qu'en est-il des conséquences politiques? Le maire Malick Fall n'en trouve pas. Dès lors que la loi aussi est votée par l'Assemblée nationale, je pense bien qu'une loi, donc il faut respecter cette loi-là. Au niveau politique, je ne pense pas qu'il y avoir des problèmes, d'autant plus que c'est adopté par l'Assemblée nationale. Donc d'après le dialogue national, tous les acteurs sont tombés d'accord quand même que ce processus-là, quand même, on doit quand même continuer à travailler, à dialoguer pour quand même pouvoir organiser des élections normales et crédibles. Donc je pense au niveau politique, je ne pense pas qu'il n'y a pas de problème, parce que donc à l'issue du dialogue national, quand même, tout va se dessiner. Une chose pour le moins sûre, les aspirants et autres candidats vont devoir prendre leur mal en patience. Un autre problème. Dans l'actualité culturelle, le démarrage cet après-midi de la 17e foire internationale du livre et du matériel didactique. La cérémonie d'ouverture se tiendra à 15h au Centre international du commerce extérieur du Sénégal, CICES. Le professeur Ramatoulaye Diagne Mbeng, marraine de l'édition 2019 de la FILDAC et recteur de l'Université de Thiès, y prononcera une conférence inaugurale. Le prix pour la promotion de l'édition sera remis lors de cette cérémonie qui sera présidée par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. La dépouille de Colette Senghor est attendue mardi soir à Dakar. La veuve du président Léopold Sédar Senghor sera inhumée le lendemain, mercredi, au cimetière de Bel-Air, aux côtés de son époux et de son fils Philippe Maguilène Senghor. Le maire de la ville française de Verson, en Normandie, où résidait Madame Senghor, retient d'elle une femme discrète qui a marqué les populations
de sa ville. Michel Marie, qui sera d'ailleurs à Dakar pour assister à son inhumation. Il est joint à Verson par El Hadj Ndiogou Diène. Mme Senghor était très discrète. Je dois dire qu'elle avait beaucoup marqué la population dès son arrivée dans les années 60, de 1960 à 1980 notamment, car grâce à Mme Senghor, grâce au président, notre collectivité a eu une forme de notoriété, en particulier en accueillant le président de la République à Verson, Valéry Giscard d'Estaing, puis ensuite en accueillant à Dakar délégation de notre population qui a été reçue au palais présidentiel, et puis enfin, alors que le président est devenu académicien, je dois signaler donc la pose de la première pierre, ensuite l'inauguration d'un espace culturel et d'une bibliothèque qui porte son nom. Donc à travers ces événements-là, donc beaucoup de respect de la part de la population de Verson et de reconnaissance. La présidence de la République du Sénégal m'a proposé de venir aux obsèques à Dakar, à la cathédrale. Je me rendrai avec 2 membres de la famille. Donc la famille évidemment française, sachant que nous sommes en relation avec la famille sénégalaise bien évidemment. Je rappelle que Mme Colette Senghor est décédée lundi à Verson à l'âge de 94 ans. Il est midi 21 minutes. RFM. L'actualité internationale. Sornana Tambay, rebonjour. Rebonjour Souleymane. 3 mois après la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Niger, les discussions sont ouvertes. Des échanges diplomatiques pour convaincre Abuja de rouvrir ses frontières. Cette décision avait été prise pour lutter contre les trafics et la contrebande. Notre envoyé spécial à Abuja a rencontré des autorités des 2 pays. Elles prônent tout le respect de la libre circulation des personnes et des biens tel que recommandé par la CEDEAO. Fama John. La décision du Nigeria de fermer ses frontières coûte cher à son voisin nigérien. La semaine dernière, le ministre des Finances du Niger avait annoncé une baisse de leurs recettes à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Aladji Alert Mogaskia est l'ambassadeur du Niger au Nigeria. Il y a la conséquence sur le coût des produits qui viennent de cet État, liés à la rareté. Interrogez tous les États frontaliers et ça vous donnera une idée de l'impact dans tel État, dans tel autre, et vous aurez une idée globale de l'impact de la mesure. Mais je vous dis qu'il y a un impact. Est-ce que le Nigeria vous a donné une deadline? Si, nous avons entendu officiellement parler d'une date. Souhaitons qu'il n'y ait pas d'autres événements qui amènent au-delà de la date de janvier qui a été donnée. C'est quelle date? Non, j'ai entendu parler de janvier. Le Nigeria, pays membre de la CEDEAO, a pourtant ratifié le protocole d'accord de la communauté sur la libre circulation des personnes et des biens. Les députés Mao Ouabouanoua du Nigeria se désolent de la situation actuelle. Nous sommes dans un espace où l'on prône la libre circulation des personnes et des biens. C'est dommage de voir un pays comme le Nigeria, avec tout ce qu'il représente dans la région, fermer ses frontières au Niger ou au Bénin. Le 14 novembre dernier, une réunion tripartite entre le Nigeria, le Bénin et le Niger s'est tenue à Abuja. Ainsi, Cotonou et Niamey s'attendent au respect de la date annoncée de janvier pour la rouverture de leurs frontières avec le Nigeria. Fama John est depuis la capitale fédérale du Nigeria pour la RFM. Présidentielle en Guinée-Bissau, à 3 jours du scrutin, les missions d'observation font le point. Oui, Souleymane, la dernière est celle de la communauté des pays de langue portugaise. Selon le chef de la mission, les conditions sont réunies pour un vote normal. Il ajoute tout de même que la participation de la population est nécessaire. Plus de 700 000 électeurs sont appelés aux urnes dimanche prochain pour choisir parmi les 12 candidats, dont le président sortant José Mario Vaz. En Algérie, les manifestations continuent pour dire non à la présidentielle prévue le 12 décembre. Les protestataires sont sortis en masse hier soir dans les rues d'Alger. Ils se sont retrouvés dans le centre de la capitale. Les forces de l'ordre ont tenté de disperser la foule et une vingtaine d'individus ont été interpellés. C'est le 5e jour de la campagne électorale. Les manifestants conduits par le mouvement Irak estiment que le scrutin ne sera ni libre ni transparent. Ils exigent le départ des dirigeants qu'ils considèrent comme la clique au pouvoir. Au Maroc, le froid s'installe dans les grandes villes et cela a un impact sur les activités commerciales. Oui, Souleymane, et on s'intéresse surtout aux commerçants sénégalais installés à Casablanca. La chute des températures rime avec baisse du chiffre d'affaires. Ces commerçants vendent divers produits et à la sauvette la plupart du temps. Quand il pleut, les clients se font rares. C'est un reportage signé Khadim Bay à Casablanca.
Chapeau sur la tête, veste en cuir, gants de travail contre le froid. C'est un accoutrement d'une autre saison, l'hiver. On réalise de bons chiffres pendant l'été, mais en ce moment, on ne gagne absolument rien. Et quand la température chute, le chiffre d'affaires est au plus bas. Nombre de vendeurs sénégalais sur l'avenue des Phares peuvent en témoigner. Le froid et la pluie ne nous arrangent pas. On peut travailler toute une journée sans vendre un seul article. Baisse des températures, une fine pluie à compte-gouttes sur toute la ville blanche, mais c'est déjà suffisant pour gâcher toute une journée. Dès lors, trouver un lieu pour s'abriter devient impératif et à ce jeu de cache-cache, nos compatriotes peuvent compter sur la complicité des commerçants marocains. J'ai installé ma table, vous le voyez, devant le restaurant d'un ami marocain. C'est lui qui m'énerve quand il pleut. Il me donne même à manger. Et quand le parapluie n'est pas assez grand pour se protéger de la pluie, une décision radicale s'impose, le retour au bercail en attendant le retour de l'été. Je voudrais bien rentrer, hein. De toute façon, je m'y prépare d'ailleurs. Il ne devrait pas être le seul, à condition que les tarifs des billets d'avion soient à la portée des bourses de vacances. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futurs Médias. Pour terminer, Sorna Natambaye, cette préoccupation que partagent la Tanzanie et le Sénégal. C'est dans le domaine des médias, des structures recrutent des DJ et des comédiens pour remplacer les journalistes. Désormais, c'est interdit. L'autorité de régulation de l'audiovisuel met en garde les stations de radio et les chaînes de télévision. Les médias qui vont embaucher des personnes sans les qualifications requises se verront infliger une amende ou leur licence retirée. Souleymane. Merci, Sorna Nata. Je vous en prie. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, tout à l'heure, nous parlerons du durcissement des sanctions contre les atteintes au cadre de vie. Et pour ce faire, nous serons avec Lamine Baragaï, conseiller technique du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, et avec Omar Sissé, ingénieur, directeur de l'IAGU, l'Institut africain de gestion urbaine. RFM Sport. Rebonjour, cher Tidiane Diagne. Rebonjour à vous, Souleymane. Commençons par le mini-championnat de lancement de la saison de football dénommé Challenge des champions. La deuxième journée pour cet après-midi. Oui, au programme au stade Alassane Djigo de Pikine à 15h, l'Union sportive de Gorée va en découdre avec Yambar de Sali. Dans ce groupe, c'est Génération Foot qui est exempté, toujours au stade Alassane Djigo dans la poule B cette fois-ci à 17h. Dakar Sacré-Cœur s'oppose au Giraffe de Dakar, exempté Teungueth FC Souleymane. Début ce jour de la Coupe du monde de foot de plage. Le Sénégal joue demain. RFM s'est rendu à la plage de Guédiawaye. Les avis des amateurs de la discipline dans cet élément. Oui, justement, le beach soccer, cette discipline a pris de l'envergure dans notre pays, boostée par les performances certainement de l'équipe nationale. Les jeunes s'intéressent de plus en plus au foot de plage et gardent un œil attentif sur le mondial auquel prend part justement le Sénégal. Salif Sow. Un match de football très physique sur le sable fin de la plage de Wakhinane Nimzatt. C'est à Guédiawaye. Je m'appelle Lemou Dior. Ce joueur, lui, croit dur comme fer à un parcours sans faute des Lions au mondial de beach soccer qui démarre aujourd'hui au Paraguay. On est confiant parce que, étant donné à tout ce qu'ils nous ont montré durant la CAN, bon, on ne peut qu'être confiant par rapport à... Confiant, le double champion d'Afrique en titre, le Sénégal, logé dans le groupe C avec le Bélarus, les Émirats arabes et la Russie, est très attendu. Mais pour faire de belles choses, les moyens doivent suivre, soulignent ces fans du foot de plage. Tout l'espoir repose sur eux. L'État doit mettre les moyens pour les soutenir, régler les problèmes de primes. Effectivement, ce sont des problèmes à régler parce qu'on ne peut pas concevoir que ce genre d'équipe qui gagne des trophées soit mis à l'écart par rapport à l'équipe nationale A. Ce n'est pas du tout normal. L'Afrique n'a jamais dépassé le cap des quarts de finale en Coupe du monde de beach soccer. Pour cette édition, la 10e, notre continent est représenté par le Nigeria et le Sénégal. Les Lions de la Teranga entrent en liste demain 16h face à la Russie.
Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Salif Sow, pour en revenir au programme de ce mondial de beach soccer qui se déroule à Asunción, c'est au Paraguay. Retenez que le Sénégal, champion d'Afrique, logé dans le groupe C, joue ce vendredi la Russie. Le Nigeria, autre nation africaine présente à cette compétition, croise à partir de 20h50, toujours ce vendredi, le Portugal. Ce jeudi en ouverture à partir de 19h15, Italie, Tahiti. 22h25, Uruguay, pays hôte, fait face au Mexique. À 20h50, ce sera entre la Suisse et les États-Unis. Et tard dans la soirée, 0h exactement, le Paraguay vont découdre avec le Japon, donc le Paraguay, pays hôte et non l'Uruguay. L'Uruguay donc qui va jouer contre le Mexique à 22h25. 0h, c'est le Paraguay qui joue contre le Japon. Nous aurons certainement le temps d'y revenir en détail avec notamment Sodecam, notre envoyé spécial sur le site de compétition. Tournoi basketball de qualification JO, Chersar, sélectionneur du Sénégal, propose de revenir à l'ancienne version. Oui, justement, Chersar, pour lui, et donc c'est connu que l'équipe de basket du Sénégal, l'équipe féminine, n'ira pas au JO de Tokyo en 2020. Les Lions sont rentrés bredouilles du tournoi de Maputo. Chersar, qui n'a pas bénéficié de tout son effectif, comme ce fut le cas lors de l'Afro-Basket de Dakar, demande à FIBA Afrique de maintenir l'ancienne formule de qualification au JO. Des propos recueillis par Sodecam, justement. Il faut signaler déjà qu'en Europe, ils n'ont pas fait de pré-qualification. En Afrique, nous, on l'a fait. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup de difficultés. On n'a pas la possibilité d'avoir les meilleurs joueurs, on n'a pas la possibilité de s'entraîner. Donc c'est de manière spontanée que tu vas faire des choses, quoi. Alors ensuite, on a 2 poules où il y a une équipe qui n'est pas venue. Et la formule a continué, elle n'a pas changé, quoi. Sinon, on a 2 victoires, comme le Nigeria qui est passé. L'équipe qui nous a éliminés, c'est le Mozambique qui a une seule victoire. Et ils ont joué 2 matchs. Nous, on a joué 3 matchs en 4 jours. Donc, je pense qu'il y a eu un problème de fraîcheur. Il y a eu beaucoup de difficultés, même au niveau de l'organisation. Difficultés même pour manger. Parce que tu fais le rang en attendant que l'autre équipe termine. Nous, les pays africains, on accepte beaucoup de la part de l'instance mondiale. Si on veut que les équipes africaines participent aux Jeux Olympiques, eh ben, quand même, il faut en avoir plusieurs, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut retourner à l'ancien, faire qualifier les 2 équipes champions et vice-champions de l'Afro-Basket? Oui, avant, les équipes participaient directement aux Jeux Olympiques. Maintenant, ils ont changé la formule. Mais s'il faut le changer, il faut faire un équilibre des continents. Si le continent européen ou asiatique, ils vont directement au tournoi de qualification, pourquoi on passe par un tournoi de pré-qualification? Okay? Donc, il y a déjà un filtre bien avant le deuxième filtre. Et c'est ça qui nous fait mal. Donc je pense qu'il fallait juste prendre les 2 équipes là qui sont passées première et deuxième et les amener au tournoi de qualification. Et là, ils vont se battre contre les équipes européennes et américaines. En ce moment-là, on aura nos joueuses. Chersar, l'entraîneur ou alors le sélectionneur de l'équipe féminine de basketball du Sénégal, qui parle de l'équité sportive, bien entendu. C'est ce qu'il a argumenté c'est ce qu'il a donné comme argument pour donc proposer l'ancienne formule de qualification pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire les 2 finalistes de l'Afro-Basket se qualifient directement à la compétition. Presse de ce jeudi 21 novembre, élue et commentée par Georges Détidiop. Ça se corse pour Seydina Fall Bougazeli. Presque tous les journaux se font l'écho de la garde à vue de l'ex-parlementaire après 5 heures d'audition, comme le souligne Vox Populi. Les Échos parlent plutôt de 3 heures d'interrogatoire dans l'affaire présumée de trafic de faux billets de banque. C'est après que la garde à vue lui a été notifiée. La suite, selon Vox Populi, le député démissionnaire sera présenté au procureur aujourd'hui ou demain. C'est ce qu'indique aussi les Échos. Pour le journal Le Quotidien, il attend son billet pour le parquet. Ainsi, l'Observateur affirme que le député Seydina Fall est à 1 pas de la prison de Rebeuss. Tribune renchérit que Bougazeli marche vers Rebeuss. Mais qu'est-ce qu'il a perdu? Enquête parle d'une vidéo explosive. En effet, mon confrère révèle que les gendarmes ont filmé tout le déroulement de l'arrestation de Bougazeli. Et vous savez quoi? Au moment de son interpellation, le député a crié « Woy Yakuna, je suis foutu ». Enquête souligne par ailleurs que dans une sortie récente, Bougazeli a rejeté la faute sur Kalidoussi qui se trouve en prison et non au Mali. Et où en sont ses complices? Vox Populi fait savoir qu'ils ont fait l'objet d'un 3e retour de parquet. Et dans cette affaire Bougazeli, Libération fait savoir que la section recherche de la gendarmerie a cerné une mafia organisée. Le journal révèle que Seydina Fall a encore défendu devant les gendarmes la thèse du sac qu'il aurait confisqué à un ami qui lui devait de l'argent. Mais les éléments de l'enquête taillent en pièces cette légende et à plusieurs reprises, Seydina Fall a eu du mal
à répondre à certaines questions. En réalité, Libération fait état d'une mafia organisée au sein de laquelle s'activait l'ancien parlementaire, mais aussi un patron d'un restaurant qui fourguait des faux billets à ses pauvres clients. Cette affaire a fait que Bougazeli a démissionné de son poste de parlementaire. L'Observateur nous apprend que cela ne faisait pas partie des options. Il y a été contraint. L'Obs parle d'ailleurs de démission conduite et organisée par le pouvoir. Il y a eu des manœuvres politiques entre les députés et des membres du pouvoir. Les secrets d'une capitulation, c'est à lire à la page 4 de l'Observateur. Pendant ce temps, Source A compte Seydina Fall Bougazeli qu'il appelle un ex-faux-lion dans la cage. À la lumière de cette affaire de faux billets de banque, mais aussi des dossiers relatifs au trafic de drogue, de faux médicaments, entre autres, Sud Quotidien alerte le Sénégal, un pays en danger. Selon Sud, ces récents dossiers suscitent inquiétude et interrogations sur ce qu'on pourrait qualifier de déliquescence de l'État et qui mettrait en danger le pays dont l'émergence est chantée à longueur de journée par les tenants du pouvoir. À la une de l'As, mini-crise dans Benno Siggil Sénégal, Niass recadre Ibrahima Badiane. Selon le journal, Niass en voudrait au coordinateur de Benno Siggil Sénégal pour avoir tenu une rencontre de la coalition dans son agence de voyage. Mais Ibrahima Badiane dément toute brouille avec le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès et accuse certaines personnes de vouloir le mettre en mal avec le président de l'Assemblée nationale. Dans l'As, un ouvrage qui risque de faire du bruit, qui va sans doute déplaire au régime, Macky Sall de l'autoritarisme flamboyant au premier signe de faiblesse. Un livre du journaliste et écrivain Serigne Mbacké Ndiaye que le journaliste qualifie de volcanique selon Source A. L'auteur est loin d'être convaincu par Macky Sall. Pour lui, le chef de l'État qui prônait la rupture à son arrivée à la magistrature suprême ne fait que suivre les traces de ses prédécesseurs. Des slogans aux emprisonnements d'opposants en passant par sa relation avec la société civile, le recours à la justice pour régler des problèmes politiques, Serigne Mbacké Ndiaye a passé au peigne fin la gestion de Macky Sall, le chef de l'État qui a reçu dimanche le sabre de El Hadj Omar Tall. Problème, le professeur Abdoulaye Sokhna Diop, archéologue, muséologue, confie dans l'Observateur que Cheikh Omar Tall n'a jamais eu de sabre. Selon lui, cette histoire est fausse. Toujours dans l'Observateur, une enquête sur ces lourds préjugés qui pèsent sur les filles qui travaillent la nuit. À la une du journal Le Soleil, le défunt président Senghor et son épouse Colette décédés lundi. Le quotidien gouvernemental rend hommage à une femme élégante et mesurée. Le Soleil et Enquête nous apprennent qu'elle sera inhumée le 27 novembre prochain à Dakar. Les sports à présent à la une de Record et maintenant le mondial 2022. Les Lions donnent rendez-vous en mars. Le Sénégal, tête de série au tirage. Un difficile odyssée vers le Qatar. Même sujet à la une de Stade. Ce qui attend les Lions en 2020. Mars, début des éliminatoires de Qatar 2022. Août, sulfureux derby contre Guinée-Bissau. La lutte avec cette interrogation à la page de titre de Sunulam qui, pour défier Balagaï 2, des acteurs de l'arène donnent leurs avis. Et c'est Bombardier qui sort du lot. Et pour terminer, c'est insolite à Ngaparou. C'est le journal Les Échos qui s'en fait l'écho. Un homo propose 2,5 millions de francs CFA au frère de son père pour qu'il fasse un enfant à sa femme. Bienvenue à Point de Vue, nous parlons aujourd'hui du projet de durcissement des sanctions de la loi contre les atteintes au cadre de vie dont on a discuté ces derniers jours. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec M. Lamine Baragaï, conseiller technique au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. M. Gaï, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour aux auditeurs de la RFM. Merci d'accepter de nous parler ce midi de cette question très importante. Également avec nous en ligne, Omar Cissé, ingénieur, directeur de l'Institut africain de gestion urbaine, l'IAGU. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, d'abord, Lamine Baragaï, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? De quoi parle-t-on quand on annonce le durcissement des sanctions contre des personnes qui ont des comportements inciviques à l'encontre du cadre de vie, notamment uriner dans les rues? Oui, merci Souleymane. Je salue rapidement au passage mon grand frère Omar qui abat un travail important un éminent spécialiste de la question des gestions de l'espace urbain.
Oui, pour en revenir à votre question, comme vous le savez, depuis quand même son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall a toujours prêté une attention particulière à la gestion du cadre de vie. C'est pour cette raison que dans la nouvelle nomenclature, notre ministère aujourd'hui s'appelle le ministère de l'urbanisme, du logement, mais aussi de l'hygiène publique. Et c'est ça qui, effectivement, qui participe au plan institutionnel, qui montre l'attention de l'autorité à donner un nouveau espace, un cadre de vie sain à notre communauté. Maintenant, il se trouve que le gouvernement, l'État n'a pas souvent la vocation de prendre le bulldozer ou bien de mettre la cravache, de taper sur les citoyens. Mais à beau vouloir communiquer, à beau vouloir sensibiliser nos compatriotes, nous sommes au regret de constater aussi que nombre de nos compatriotes n'ont pas toujours un comportement exemplaire vis-à-vis de la gestion de l'espace urbain. Vous voyez tous les jours, Souleymane, dans les rues de Dakar, des bâtiments, des immeubles qui sortent de terre, les gens mettent leurs gravats dans la rue, bouchent la circulation. Certains se permettent de sortir leurs ordures, de les déposer au coin de la rue. Des fois, c'est des charretiers qui les prennent, qui les déposent non loin des domiciles. Tout ça qui participe aujourd'hui quand même qui fait que tout le monde est conscient que le problème est là. Mais maintenant, pour régler ça, nous avons également besoin, au plan institutionnel, surtout sur le plan de la loi, il faudrait également qu'il existe également des sanctions. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, le gouvernement a évolué dans ce sens-là et que ce projet de loi qui vient d'être soumis à l'Assemblée nationale pour que véritablement nos compatriotes demain qui auront un comportement, qui vont violer la loi par rapport à ça, s'exposeront effectivement à des sanctions. C'est ça qui a amené, je crois, aujourd'hui le vote de la loi. Merci. Monsieur Omar Cissé, vous avez entendu Monsieur Lamine Baragaï parler de l'approche institutionnelle avec l'érection donc d'un département fort au sein du ministère chargé de l'hygiène publique, l'approche normative avec le renforcement des sanctions dans le cadre de la loi. Est-ce que vous pensez, il y a aussi l'approche communicationnelle avec toutes ces campagnes qui sont menées. Pourquoi tout cela ne produit pas les fruits escomptés? Pourquoi Dakar continue, et les villes du Sénégal en général, continuent d'être ces espaces complètement dévoyés par ces comportements? Les gravats sont une partie, les comportements aussi, mais il y a l'occupation anarchique de l'espace par les commerces, par les épaves. Pourquoi ce désordre dans nos villes? Et Merci pourquoi ça ne Souleymane. marche pas surtout? Merci Souleymane, et c'est aussi l'occasion de saluer mon ami Mohamed Lamine pour son engagement sur le cadre de vie. Moi, je pense que nous avons un sérieux problème dans notre vivre ensemble. Le cadre de vie, il est flagellé, sacrifié, malmené à tout point de vue. Les raisons sont vraiment multiples. Mon inquiétude sur l'approche par la loi, il y a beaucoup de lois déjà qui existent à partir desquelles on aurait pu avoir des avancées. Même le code de l'hygiène, si vous allez sur le code de l'hygiène, sur les règles sur les habitations, vous avez une loi, par exemple, j'ai vu même on parlait de la loi, par exemple, L21, il est interdit de jeter ou déposer des détritus sur les trottoirs, sur les chaussées, les squares, jardins. La loi L22, il est interdit de jeter des urines, des excréments. La loi L23, il est interdit de laver les voitures sur les voies. Moi, j'ai beaucoup peur. Parce que je ne veux pas qu'on se limite à se dire le mal est là, cherchons une autre loi. Avec le corpus légal disponible, on aurait pu appliquer. On aurait pu faire beaucoup de réalisations. Vous évoquez le code de l'hygiène, il y a également Par le exemple, code de l'urbanisme, le code tous les codes. Vous allez même vous y perdre. Vous allez même vous y perdre. Commençons par appliquer les différents instruments comme tels que code qui existent. Commençons par les appliquer. Il y a dans toute la partie hygiène énormément de choses. C'est vrai, on peut dire que le code de l'hygiène date de 83. Mais mettez-le à jour, peut-être si vous voyez qu'il y a d'autres éléments qui vous intéressent qu'il faut ajouter là-dedans. Mettez-le à jour. Et pourquoi je suis très sceptique par rapport à des lois? Je vous rappelle la loi de 2015 sur le plastique qui n'a rien donné. Alors que ça consomme de l'énergie, du temps.
commençons par appliquer les dispositifs existants. Après, évaluons-les pour voir qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi poser de nouveaux jalons. Ce qu'on sent d'intéressant, c'est la volonté politique sur cette question. Ça, quand même, je le note avec beaucoup d'intérêt. Que vraiment, je pense ces derniers mois, ces dernières années, il y a une volonté politique sur la question du cadre de vie, sur la question des déchets, sur la question de l'encombrement. Mais se contenter d'une autre loi, fut-elle plus... Je ne pense même pas que la question de... Et même dans le code de l'hygiène, il y a des agents assermentés, il y a des amendes, il y a tout ce qu'on peut penser, imaginable. Même si admettons que les cadres existants, les cadres normatifs existants, les différents codes, les lois, etc., soient appliqués pleinement. Est-ce que vous pensez que cela suffirait à régler, ne serait-ce que partiellement, le problème tant il est général, tant il est significatif aujourd'hui? Non, mais ça règle une partie du problème de comportement. Dans l'insalubrité, il y a beaucoup de maillons qui sont importants. Je suis vraiment intéressé quand on convoque le comportement. Moi, je fais partie de ceux qui disent produire des infrastructures, c'est bien, mais produire de bons comportements, c'est encore mieux. Donc maintenant qu'on apprend le comportement comme un aspect essentiel, un enjeu, oui, il y a dans le corpus des éléments qui peuvent nous permettre de pénaliser les comportements récriminants par rapport à ça. Là-dessus, j'aimerais entendre Lamine Baragaï, justement. Monsieur le conseiller, est-ce que les dispositions légales et réglementaires existantes sont appliquées pleinement et quels résultats cela donne-t-il? Qu'est-ce qui nécessite qu'on durcisse davantage les peines si déjà le corpus existant n'est pas déployé totalement? Tout à fait, Suleiman. Je suis d'accord avec mon grand frère Omar. Il a raison. Jusque-là, il existait quand même des services compétents qui faisaient de la veille sur l'environnement, sur le cadre de vie, mais qui faisaient également de la répression quand c'est nécessaire. Vous avez le service national d'hygiène qui fait des visites domiciliaires, qui parcourt également les rues, qui convoque les citoyens et qui leur font payer des amendes à chaque fois que de besoin. Vous avez au niveau des bâtiments, dans notre ministère, le service, l'inspection générale des bâtiments qui participe à contrôler également ceux-là qui sont défaillants en termes de non-respect du code de l'urbanisme, etc. Mais je pense que quand même aujourd'hui, notre capitale et notre environnement a gagné en plus-value en termes d'infrastructures. Aujourd'hui, nous avons réalisé des ponts, nous avons réalisé aujourd'hui l'autoroute, il y a également le terre qui est là, et notre capitale également, le parc automobile s'est largement élargi. Par rapport à ce nouvel environnement, il faudra également de nouvelles dispositions. Et je pense que c'est ça que le législateur a compris pour passer à une vitesse supérieure par le vote de la loi. Et je pense que ça également, ça va frapper dans l'opinion publique nationale et qu'à partir de ce moment, je pense que les services compétents également ne pourront pas ne pas appliquer la loi. Parce que comme on le dit également, nous sommes en Afrique, également, des fois, l'intervention du bâton également peut produire ces résultats très positifs. Et là également, on ne peut pas ne pas le faire. À chaque fois que l'État doit agir, il faut que force reste à la loi. Nous ne pouvons pas nous permettre également de prétendre à avoir un pays émergent et Dakar particulièrement la capitale qui est la vitrine de notre pays. Aujourd'hui, quand vous parcourez la Corniche Ouest, vous parcourez certaines rues de Dakar, mais vous vous dites, est-ce que nous sommes dans une capitale? Et ailleurs, c'est réalisé. Souvent, on fait la référence à Kigali, au Rwanda. Mais est-ce que les Rwandais sont plus intelligents que les Sénégalais? Que Dakar, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Kigali, même dans notre sous-région. Absolument, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça que le législateur a compris. Et comme Omar le dit, la volonté politique est là. Monsieur le Président de la République récemment l'a dit, et en rencontrant les maires, il faudrait également que nos maires également jouent pleinement le rôle. On ne peut pas se permettre également de délivrer à tout bout de champ des autorisations d'occupation de la voie publique, ce qu'on appelle la cantinisation. Je pense que tout ça également, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait que tout l'appareil de l'État se réveille. Merci, il faudrait également que les citoyens comprennent que nous avons la nécessité et l'obligation de changer de comportement vis-à-vis. Merci à vous, Lamine Baragaï, conseiller technique au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique.
Afrique. Dernière question sur ce point précisément et très brièvement, s'il vous plaît, M. Omar Cissé, c'est la responsabilité des collectivités territoriales, des maires, des municipalités, des communes, pardon, en ce qui concerne l'hygiène. Votre point de vue là-dessus? Mais c'est bien, comme le dit même Mohamed, que l'appareil de l'État se réveille. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, un ensemble de dispositifs qui auraient pu donner de meilleurs résultats. D'accord, ça on est d'accord, donc tout à fait d'accord là-dessus. Il faut les réveiller. Parce que tant qu'on ne peut pas tant qu'on n'applique pas correctement les dispositifs, on ne peut pas dire est-ce qu'ils sont pas bons, ils ne sont pas moins bons, et ainsi de suite. D'abord, il faut les appliquer, les évaluer, après on verra. Donc, par rapport à ça, vous avez posé la question centrale. La collectivité territoriale. Il ne sert à rien que l'État se bouscule avec la collectivité territoriale sur des actions qui, dans leur pérennisation, exigent fondamentalement une présence effective de la collectivité territoriale. Oui, absolument. Vous savez, c'est comme dans les désencombrements. C'est bon que l'État aille aller désencombrer ici, mais il y a la commune, elle doit exister. La commune, elle doit exister, elle doit être dotée de suffisamment de ressources techniques, institutionnelles et moyens pour gérer cette proximité. C'est de la proximité. D'accord, Dakar est la vitrine, mais là, le spectacle est partout pareil dans nos villes. Allez-y, partout. Malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si je résume bien, éviter les conflits de compétences entre l'État central et les collectivités territoriales sur ces domaines qui nécessitent l'engagement de tout le monde et notamment des collectivités territoriales en termes de proximité. Merci à vous également, Omar Cissé, ingénieur, directeur de l'IAGU, l'Institut africain de gestion urbaine. Nous vous retrouverons tous les deux dans notre édition en Wolof. Ce sera tout à l'heure. À 12h50, c'est la fin de cette édition.